Donc à ce moment-là, moi, j'ai rejoint MangoPay, et c'est une fintech française que j'ai donc rejoint en 2023. Et ce qui s'est passé, c'est que au moment où je suis arrivé, je crois qu'un mois ou deux avant moi, il y a un fonds d'investissement qui était aussi arrivé, pour le coup, et qui a fait un peu le ménage au sein de l'entreprise. Et malheureusement, moi, au bout de 8 mois, bah, j'ai dû partir à la fin de ma période d'essai. Donc je me rappelle, c'était une période assez compliquée parce que ma femme était enceinte du troisième enfant à ce moment-là. Mhm. Euh, mais malgré tout, j'ai eu la chance de retrouver un travail relativement rapidement après. Mais ça met quand même ça m'a mis quand même un peu la puce à l'oreille en me disant, bah, là, tu dépends quand même beaucoup bah, de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Et imaginons que tu te fasses licencier et que tu retrouves rien derrière pendant un long moment, ça peut être un peu compliqué à gérer, un peu angoissant. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça aurait été pas mal quand même que j'ai quelque chose à côté qui me permette de rebondir un peu plus sereinement. Ah, la problématique du temps, je pense que c'est très clairement. Bah, ouais, je pense que c'est la problématique pour le coup auquel tu fais face quand tu es salarié et que tu veux monter un projet à côté. Euh, et je pense qu'il faut pas se dire, je vais réussir à bloquer 2 heures ou 3 heures de mon temps pendant la journée pour pouvoir avancer. Parce que très clairement, c'est quasiment impossible. Déjà parce que tu as ton CDI. Dans Mhm. mon cas, en plus, quand ma journée de travail elle est finie, j'ai 3 petits-enfants dont il faut s'occuper, donc c'est pas facile non plus. Donc en gros, moi les moments où je prenais du temps pour travailler, et où je prends toujours du temps d'ailleurs, c'est bien souvent bah, le moment actuel, là, la pause déjeuner, sur laquelle on enregistre. Après, de temps en temps, le week-end aussi, parfois en soirée, lorsque j'ai des petites choses à terminer aussi, je prends du temps pour le faire. Et c'est comme ça en fait, c'est en réussissant à grappiller un petit peu du temps à droite à gauche que tu arrives à avancer. Mais pour ça, je pense que c'est très important d'être sérieux et de bien aimer ton projet, et surtout d'avoir une feuille de route en fait. Parce que mine de rien, quand j'ai eu mon premier client, donc la personne qui a payé, et que tu vois, quand tu vois la notification Stripe de la personne qui paye pour ce que tu as créé, ben, je me suis senti à la fois super puissant, mais à la fois très redevable aussi, si tu veux. Ouais, justement. Euh, et donc je pense que ce sentiment de redevabilité ne va faire que croître à partir du moment où j'aurai vraiment lancé et que j'aurai un peu plus de clients. Chaque jour, tu prends des décisions. Et je suis convaincu que pour chaque décision, tu te demandes si c'est une bonne décision ou une mauvaise décision. Car oui, certaines font avancer les choses, alors que d'autres coûtent du temps, de l'argent et de l'énergie. Et pendant longtemps, j'ai été exactement dans cette situation. Douter, hésiter, repousser certaines décisions et en payer le prix. Mais avec le temps, j'ai appris à me débarrasser de ces doutes, à comprendre ce qui fait vraiment la différence entre une bonne décision et une mauvaise décision. Pourquoi est né de là. Avec Pourquoi, je veux vous partager ces apprentissages à travers des retours d'expérience concrets en échangeant avec des invités qui ont pris de vraies décisions avec des vraies conséquences. Pas pour te dire quoi faire, mais pour t'aider à comprendre pourquoi certaines décisions fonctionnent et d'autres non. Déjà fait des podcasts? J'en ai fait un. J'en avais fait un, c'était il y a 1 an ou 2, je sais plus exactement. C'était vraiment quand j'en étais aux prémices de mon projet pro, là, Media Finder, mais ça avait même pas vraiment commencé. J'avais exprimé l'idée dans le podcast, mais sinon, non, c'est la grande première. D'habitude, justement, je suis plus la personne qui pousse les porte-paroles et mes clients dans les médias, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ouais, parce que ça te fait de l'autre côté du micro, ça fait. Allez, première petite question, ça fait quoi d'être interviewé? Beaucoup d'émotions. Ouais. Bah, c'est vrai que ça fait un peu bizarre hein, quand même, parce que j'ai pas trop l'habitude.
Mais je suis ravi que ce soit avec toi, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on se Carrément. connaît depuis un petit moment maintenant. On aura peut-être l'occasion de l'évoquer pendant le podcast, mais ravi de faire ça avec toi, en tout cas, et puis pour discuter entrepreneuriat, projet et tout le reste. Carrément. Et bah, ravi également. Je vais te la faire officielle, Manu, bienvenue sur, Pourquoi? Merci. Et comme tu l'évoquais, j'aime bien de remettre un peu de contexte souvent dans le podcast parce que pour que les gens comprennent, alors qui tu es, mais aussi quelles sont nos interactions. On se connaît plutôt bien, Ouais, on peut dire ça. on peut dire ça, si vous avez écouté le podcast avec, je vais vous donner un petit indice. Si vous avez écouté le podcast avec Bruno, à un moment on évoque un Manuel, et ce Manu, c'est toi. Exactement, c'est ça, Voilà, c'est bien moi. c'est toi. Donc on se connaît depuis un certain temps. Je ne saurais même pas te donner le nombre d'années. Eh ben, écoute, c'est assez facile parce que là, j'ai eu 37 ans la semaine dernière et on s'est connus quand on était au lycée en seconde, donc on avait 15 ans, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Waouh, ça fait mal, Ça pique, hein? ça pique, ça pique. Bon, donc voilà, on se connaît, plutôt bien. On a eu, des activités sportives, en commun. On s'est beaucoup, beaucoup côtoyés. Des trajectoires professionnelles qui nous ont un peu, éloignés géographiquement parce que toi, tu es sur Paris. Moi, je suis, Exactement. sur Rennes, mais toujours en contact, donc toujours très cool. Et aujourd'hui, bah, tu es pas là parce que, tu es «un pote» entre guillemets, hein, on va dire ça comme ça. C'est parce qu'on va quand même parler un peu de prise de décision et aujourd'hui, tu vas nous parler de quelques prises de décision que tu as eues, récemment, dans les dernières années, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Oui, exactement. Alors je m'apprête à lancer mon, 1er projet, entrepreneurial qui s'appelle Media Finder et qui est un annuaire de podcasts et de newsletters, à destination des professionnels de la communication et du marketing. Et c'est, dans ce contexte-là, en fait, que j'ai dû prendre des décisions, récemment et donc je vais en parler ici avec toi, sous peu donc. Trop cool, trop cool. Bah, j'ai hâte qu'on évoque tout ça. Mais avant, pour repasser un peu de contexte, la question traditionnelle, même si, comme je disais, moi, je te connais plutôt bien. Qui es-tu, Manu? Alors, Manuel, j'ai 37 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants. Je suis originaire de Rennes, en Bretagne donc et là maintenant je suis en région parisienne, où j'ai toute ma vie qui est ici et je suis consultant en relations médias pour une agence de communication et de relations presse qui s'appelle, CDR Grayling. Et à côté de ça, je suis actuellement en train de lancer donc mon side, business Media Finder comme je l'évoquais un petit peu plus tôt, que je fais donc en parallèle de mon consultant de mon que je fais en parallèle de mon job en consultant de relations Ouais, presse donc. OK. Et comment t'es tombé un peu dans les relations presse? Parce que c'est un métier, alors je vais pas dire confidentiel parce que ça l'est pas, mais qu'on découvre, assez tardivement dans la vie. On n'est pas, au contact quand on fait des études, des choses comme ça. On ne fait pas trop tu vois, on ne sait pas trop le job qu'on a, en vision, si je me trompe. Comment toi, tu es un peu tombé dans ce domaine-là? Ah oui, tu as complètement raison, hein. C'est vrai que moi, je l'ai découvert un petit peu, sur le tard. Mais en fait, ce qui s'est passé, moi, dans mon parcours, j'ai fait une fac de langue étrangère, appliquée à Rennes, pour le coup et à la fin de ma troisième année de licence, il fallait que je fasse un stage pour valider ma licence et j'ai fait ce stage dans une, radio, rennaise en tant que journaliste, pour le coup, la radio Radio Laser que tu connais, Mmh. peut-être. Et c'est là, en fait, où j'ai vu qu'il y avait des personnes qui envoyaient de temps en temps des communiqués de presse pour essayer de faire passer, des personnes, à la radio. Donc là, j'ai vu un petit peu en quoi consistait ce métier, même si j'étais encore côté, plutôt journaliste à ce moment-là. Et à la suite de ce stage, j'ai fait un master, toujours en langue étrangère appliquée, mais où là aussi j'ai dû refaire un autre stage derrière, en marketing cette fois-ci que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était en marketing, à Londres, pour le coup
et j'ai bien aimé cet aspect un peu, faire connaître, des projets, faire connaître, des entreprises, des boîtes, des gens et c'est là, en fait, où j'ai vraiment, découvert pour le coup mon atta que c'est là que j'ai découvert, en fait, que ce que je voulais faire, c'était attaché de presse parce que tu avais à la fois, dans le métier, le côté un peu journalistique où tu dois faire des recherches, sur les entreprises pour lesquelles tu travailles. Tu dois rédiger des documents qui doivent intéresser, les journalistes pour qu'ils puissent, en parler dans leurs médias et en fait, la fusion un peu du marketing, si tu veux et du journalisme, ça faisait attaché de presse, en gros. Mmh. Et pour le coup, pour terminer mes études, donc j'ai fait un master 2 où là, j'ai fait vraiment un stage d'attaché de presse, au Costa Rica, pour le coup. C'était un peu C'est vrai, exotique, mais c'était vraiment c'est vrai. très sympa. Mais oui, et c'est là que j'ai compris que j'avais envie de faire ça, pour un certain temps, en tout cas. Et c'est quoi, pour les, personnes qui ne connaissent pas du tout ce milieu-là, c'est quoi le rôle d'attaché de presse? Ouais. Alors, un attaché de presse, en gros, c'est la personne qui, fait, l'intermédiaire entre les entreprises et les médias, tout simplement. Quand on travaille en agence comme, moi je le fais, mon objectif, c'est de faire en sorte que, les journalistes connaissent, mes clients. Donc, mes clients, c'est les entreprises pour lesquelles, je travaille et qu'ils aient envie de faire appel, à elles, lorsqu'ils écrivent un papier en particulier. Moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est, nouvelles technologies, et industrie. Typiquement, si j'ai un client qui travaille, dans l'IA, mon objectif, ça va être de faire en sorte que les journalistes qui parlent d'IA, parlent à mon client pour qu'il puisse être visible dans les médias, Mmh. tout simplement. Alors c'est pas une vision que j'ai, mais c'est souvent une vision que moi j'entends quand on parle des relations presse. En fait, on a un peu l'impression que tu essaies de vendre, de placer tes clients, ce qui est, je pense, le cas, mais placer tes clients, dans les médias pour qu'on en parle en bien. Tu vois, c'est un peu je vais le dire très franchement je te vise pas bien sûr, je vise pas tout le corps de métier, mais on a l'impression que c'est un peu le suppôt de Satan qui essaye de placer sa boîte, partout, à tout moment, pour qu'on parle en lève de bien et qui va, venir, par contre, gérer des crises, dire, «Non, non, mais c'est pas mon client», des choses comme ça. J'ai l'impression qu'on a un peu une vision biaisée de ce métier. Mais, non, pour le coup, non, c'est vrai que tu as des entreprises qui sont sur des secteurs qui sont, plutôt chrysogènes et qui peuvent être très compliqués à gérer. Maintenant, ça fait partie aussi du métier d'attaché de presse, de travailler pour ce type d'entreprise. Cependant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer aussi de mettre en valeur, des aspects qui mettent typiquement l'entreprise en avant. On peut parler, par exemple, de Total, tu vois? Où tu as toute cette Mmh. partie, forage de pétrole, qui est très compliquée, à médiatiser parce que, on est sur des énergies, fossiles qui font pas du tout du bien à la planète. Mais d'un autre côté, Total, je sais qu'ils investissent aussi beaucoup sur tout ce qui est, énergie, renouvelable et ça, c'est quelque chose aussi qui peut être, intéressant, à médiatiser, tu vois? Mmh. Donc en fait, il y a un vrai, équilibre, je pense, à trouver entre, ce qui peut être dit et qui mérite d'être médiatisé, versus, ce qui peut être, très chrysogène et mettre, l'entreprise à mal, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident toujours pour les attachés de presse de travailler pour ce type de médias. Mmh. Ouais, effectivement, je pense qu'il y a des boîtes, c'est plus simple que d'autres, en fonction de leur activité il doit y avoir aussi beaucoup de questions, d'éthique ou de de conseils de ta part sur, «Ah bah tiens, telle boîte enfin j'accompagne, tel client il faut, bah ça on va plutôt présenter comme ça, mais attention cette activité est peut-être mal perçue». Enfin, il y a quand même Oui. beaucoup d'appréciation, quoi. Oui, 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 non, complètement. Enfin, je pense que même que le conseil, ça vient même avant, le fait de médiatiser, Mmh. une entreprise. Parce que forcément, si une entreprise fait appel à nous, bah, en général, tu as quand même un expert de la communication au sein de l'entreprise qui est là pour faire le relais entre nous, les attachés de presse et le comex et les dirigeants. Mais effectivement, tu es obligé de conseiller et de dire: «Bah, voilà, là, on va plutôt, parler de telle ou telle chose, de cette façon, pour la mettre en avant et pour pas mettre, l'entreprise à mal». Parce qu'en plus, des fois,
tu peux vouloir parler de certaines choses en tant que dirigeant, sauf qu'en fonction de la façon dont tu vas le tourner, tu peux avoir les choses qui se retournent contre toi alors que ça part de rien et tu n'as Ouais. pas dit quelque chose qui était, à même de partir sur une crise quoi, potentiellement. Et justement, si tu pouvais, nous plonger dans ton quotidien de, directeur de compte, je crois que c'est ça ton titre officiel, de RP Account Director, d dans ce domaine. Qu'est-ce que c'est un peu, toi, aujourd'hui, ton quotidien? Dans mon quotidien, ce que je fais, c'est qu'en général, je regarde, les différentes, mentions dans la presse de mes clients. Je les conseille sur les actualités qu'ils souhaitent promouvoir à travers les médias. J'essaie aussi d'en créer parce que parfois, les entreprises, elles ont beaucoup de choses à raconter, mais elles ne le savent pas forcément, alors qu'elles peuvent avoir, que ce soit une expertise, que ce soit, quelque chose qu'eux ne considèrent pas forcément comme une actualité, mais qui peut quand même intéresser les médias. Donc tout ça, c'est à moi de chercher et de trouver, des angles qui vont à la fois mettre en avant l'entreprise, mais surtout qui vont intéresser, les journalistes. Donc c'est, un petit peu un métier d'équilibriste où tu dois avoir ça. Faut vraiment que tes sujets intéressent les médias et que ça aille dans le sens de l'entreprise pour laquelle, tu travailles, pour qu'ils soient vraiment, mis en avant et qu'ils gagnent de la visibilité, quoi. Et je vais après arrêter de travailler parce qu'on va, enfin d'avancer sur ce poste, mais j'aime bien comprendre un peu, ce que tu fais et comment tu le fais parce que je pense que ça va avoir un lien après avec la prise de décision qu'on a parlé. Mais c quand toi, tu vois, quand tu m'évoques ça, en fait, ça me fait dire que et je trouve ça passionnant que tu dois être aussi bien au courant des sujets que vont traiter potentiellement des journalistes, en amont ça sorte dans la presse, c'est l'idéal, mais aussi potentiellement des sujets qui intéressent sur lequel ton client est expert ou peut se mettre en avant, voire même mieux savoir que ce qui pourrait être mis en avant. Mmh. Ouais. C'est un jeu vachement d'équilibriste, de de grattage, assez phénoménal, en fait. Oui, en général, de toute façon, lorsqu'on a un nouveau client, même pour un client, vraiment existant, pour le coup, on essaie toujours d'aller voir, ce qu'ils font, que ce soit sur leurs réseaux sociaux, sur leur blog, sur leur site, même parfois dans leur newsletter parce qu'ils ne pensent pas toujours à tout ce qui pourrait être, médiatisé et effectivement, comme tu dis, enfin, faut parfois aller au fond des choses pour pouvoir trouver des sujets, qui pourraient intéresser la presse. Et côté presse, il y a aussi un gros travail de veille qui est effectué pour voir et comprendre ce dont les journalistes, ont parlé, de ce qu'ils vont parler également, parce que on a des outils qui nous permettent de voir un peu tout ça, tout ce qui est calendrier éditoriaux, des médias. Ça peut nous donner, certaines indications. Après, il y a les relations aussi que tu crées avec la presse et avec les médias et pour qu'eux puissent te contacter en te disant: «Bah, voilà, moi je travaille sur tel sujet, est-ce que tu n'aurais pas un porte-parole expert de ce sujet pour que je puisse boucler mon article?» Donc tu as effectivement un gros travail de grattage comme tu disais et tu as aussi un gros travail de relations, qui est très important côté journaliste, ouais. Mmh. Vous avez des outils pour savoir, en gros, quels sujets vont avoir il va y avoir, sur quoi travaillent les journalistes? Oui, ça pour le coup, c'est même, disponible à tout le monde. C'est ce qu'on appelle les OK. calendriers, éditoriaux. Ouais, les media kits, et calendriers éditoriaux, en fait, c'est les grands sujets Mmh. que chaque média va traiter tout au long de l'année. Alors tous n'en ont pas forcément, mais les plus gros en ont avec effectivement les sujets qu'ils vont traiter à différents moments de l'année. OK. Moi, je connaissais pas du tout, tu vois? Comme quoi c'est vachement intéressant. Mmh. Ouais, mais quand tu es pas dedans, de toute façon, c'est sûr que tu peux pas t'en douter, quoi, effectivement. Bah, ouais. Et qu'est-ce qui amène un RP, directeur de compte, père de famille, occupé, à se dire: «Tiens, je vais lancer un side business ou déjà une autre idée sur le côté»? Écoute, c'est plusieurs choses et je pense que pour ça, il va falloir que je parle un peu de mon parcours, professionnel pour, que tu aies un maximum Eh ben, de vas-y. contexte et de connaissances. Mais en gros, donc actuellement, je travaille dans une agence, mon agence qui s'appelle CDR, Grayling. Il faut savoir que j'étais dans cette agence déjà entre, 2015 et 2022. Mmh. Donc j'ai vraiment fait mes armes, dans cette agence.
Et en 2022, j'ai eu l'opportunité, de rejoindre, ce qu'on appelle l'annonceur en agence. Donc c'est une entreprise en tant que telle, pour s'occuper de ses relations presse, mais en interne. Donc faire plutôt tout ce qui est, coordination des actions de communication et de relations presse, mais au sein même de l'entreprise. Donc à ce moment-là, moi j'ai rejoint, MangoPay et c'est une, fintech française que j'ai donc rejoint en 2023. Et ce qui s'est passé, c'est que au moment où je suis arrivé, je crois qu'1 mois ou 2 avant moi, il y a un fonds d'investissement qui était, aussi, arrivé pour le coup, et qui a fait un peu le ménage au sein de l'entreprise et malheureusement, moi, au bout de 8 mois, bah, j'ai dû partir à la fin de ma période d'essai. Donc je me rappelle, c'était une période assez compliquée parce que, ma femme était enceinte du troisième enfant, à ce moment-là. Mmh. Heu, mais malgré tout, j'ai eu la chance de retrouver un travail relativement, rapidement, après. Mais ça m'a mis quand même un peu la puce à l'oreille en me disant: «Bah, là, tu dépends quand même beaucoup, bah, de l'entreprise pour laquelle tu travailles et imaginons que tu te fasses licencier et que tu retrouves rien derrière pendant un long moment, ça peut être un peu compliqué à gérer, un peu angoissant». Et à ce moment-là, je me suis dit: «Tiens, ça aurait été pas mal quand même que j'ai quelque chose à côté qui me permette de rebondir un peu plus, sereinement», en OK. fait. Donc là, à ce moment-là, j'avais déjà un mini projet à côté qui était une newsletter, mais que je comptais pas forcément, monétiser d'une manière, ou d'une autre. Mais j'avais quand même commencé ce petit projet à côté de mon job chez MangoPay. Mais ce qui fait que, ouais, j'avais quand même envie de faire un petit truc, à côté pour me Mmh. sentir, un peu plus en sécurité, quoi. Et donc après mon GoPay, j'ai, eu l'opportunité quand même de rejoindre un cabinet de conseil, qui s'appelle, Roland Berger, mais que j'ai quitté, par la suite pour retourner au sein de mon agence, CDR, Grayling. Mmh. Hem et donc en revenant chez CDR Grayling, chez moi avait quand même germé, l'idée d'avoir un projet, à moi, en fait, et qui puisse me permettre de générer, bah, des revenus quand même, supplémentaires et qui puisse me permettre de rebondir en cas de coup dur. Parce que comme je le Mmh. disais avant, si tu veux, quand tu as ta femme qui est enceinte, que tu vas peut-être être au chômage, c'est jamais agréable et c'est pas forcément très simple, bah, de réfléchir à tout ça, quoi. Et donc j'ai cherché un projet, dans lequel je pourrais m'investir, qui me plairait et qui me permettrait aussi de faire, d'avoir mes propres revenus, indépendamment de mon salaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé, bah, l'idée de Mediafinder donc. OK. Et quand tu dis, chercher, c'est que tu as cherché des projets, tu as cherché d'autres associés, tu as cherché des gens qui, avaient des idées ou tu étais vraiment dans l'idée de: «OK, je veux avoir mon idée, développer mon truc»? J'étais plus dans l'optique de gérer mon projet et mon idée à moi tout seul, en fait. Et même là, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans le podcast, mais j'ai dans l'idée d'essayer de rester seul le plus longtemps possible, ou Mmh. alors embaucher des freelances si jamais le besoin s'en fait ressentir. Mais l'idée, c'est d'essayer de rester, solopreneur, pendant un bon moment, en tout cas. OK. Et effectivement, je pense qu'on en reparlera, un peu plus tard, mais peut-être c'est le moment de nous expliquer, OK, tu arrives, tu as l'idée, Mediafinder, et c'est quoi le concept derrière ce Mediafinder? Mmh. Alors, ça vient très clairement de mon métier, d'attaché de presse, consultant en relations presse, parce que, comme tu l'as compris, on essaie de faire en sorte que nos clients entreprises soient le plus présents dans les médias. Donc dans les médias traditionnels, TV, radio, presse écrite, médias en ligne et cetera, mais aussi les podcasts, pour le coup. Et cependant, les podcasts, c'est pas facile du tout de trouver, bah, les contacts, les données, de visibilité des créateurs, enfin tout ça, c'est assez opaque. Enfin, tu as beau avoir Spotify, Apple Podcast, même si tu vas dessus, tu auras pas accès, en fait, aux créateurs. À moins de faire un travail de fourmi, mais c'est quand même très, très compliqué. Donc moi, mon idée de base, vraiment, avec Mediafinder, c'était de réussir à créer un annuaire de podcasts et de podcasteurs qui rassemble
les informations liées à l'audience des podcasts, le contact des podcasteurs, donc adresse email, compte de réseaux sociaux, d'avoir des données sur l'audience, donc qui écoute vraiment les podcasts. Et l'idée, c'était de pouvoir utiliser cette base pour pouvoir promouvoir des potentiels clients en tant que consultant en relations médias à travers ces podcasts. Sauf qu'en discutant après beaucoup avec des podcasteurs, je me suis rendu compte que beaucoup cherchaient aussi des collaborations, mais de sponsoring. Parce qu'il y en a Mmh. beaucoup, et comme toi d'ailleurs peut-être, Mmh. qui dépensent un certain montant, qui investissent à la fois en temps et en argent pour pouvoir enregistrer, faire appel à des monteurs, etc. Et beaucoup donc cherchent aussi à se financer. Et donc je me suis dit, ce serait bien en fait d'ouvrir et d'avoir cette base de Media Finder et qui permettent aux entreprises aussi qui recherchent des nouveaux médias à sponsoriser et ouais, et de réunir tout ça, en fait, tout cet écosystème sur Media Finder, en fait. OK. Donc, si je comprends bien, alors j'ai déjà vu, tu m'as déjà je me suis inscrit sur Metafinder, je vais pas non plus le cacher et on en a déjà pas mal parlé ensemble, mais si je comprends bien, en fait, l'idée, c'est, de fournir une plateforme à différents acteurs, entreprises, mais aussi, potentiellement journalistes, ou autres, vraiment des contacts tournés très podcast et newsletter. Exactement. Ouais, j'allais y venir dans un second temps, mais donc parce que ma réflexion première, moi, c'était de dire: «Bah, voilà, j'ai mes clients entreprises qui souhaitent, passer dans des podcasts, mais c'est compliqué à trouver, et c'est ouais, c'est très compliqué de faire ce travail de fourmi, de rechercher, donc autant avoir cet annuaire à la fois pour mon job de consultant en relations presse, mais ensuite en discutant avec les podcasteurs, avoir des entreprises qui sont prêtes aussi à investir dans des podcasts. Et dans un second temps, je me suis rendu compte aussi, que tu avais ce besoin côté, créateur de newsletter. Mmh. Parce que moi je consomme beaucoup de newsletters pour le coup, que ce soit de médias ou de créateurs de contenu. Et je voyais aussi de plus en plus passer, des newsletters qui avaient du contenu, sponsorisé. Je pense notamment à la newsletter, Snowball, qui est une des premières, que j'ai commencé à regarder et qui avait des contenus sponsorisés, qui était très intéressant pour son audience. Je me suis dit: voilà, autant faire les 2 d'un coup avec Mediafinder, donc réunir les podcasts et aussi les newsletters et faire en sorte que les annonceurs, puissent avoir accès à une base de créateurs avec lesquels ils pourraient, collaborer facilement. OK. Et je reviens un peu sur, ton parcours parce que ce que tu me disais sur ton parcours, c'est que tu as cette idée un peu sur la période entre, MangoPay et que tu rejoins, Grayling. Mmh. Hem, Ce projet, pour le savoir, tu le mets en branle, donc tu commences réellement quand tu, rejoins un peu, Grayling ou un peu avant. Je crois que c'est très similaire dans le temps. Comment tu abordes toi la dualité entre: «OK, je suis salarié, mais à côté, je lance un side project très proche de mon métier». Je veux pas dire concurrent parce que je pense pas que c'est la vraie enfin, c'est pas de la concurrence, c'est plus de la complémentarité. Comment tu as abordé toi cette, problématique? Parce que en gros, une entreprise pourrait dire: «Non, non, mais tu passes moi je veux pas que tu développes un projet à côté, surtout dans ce domaine-là, je veux que tu te concentres sur ton taf, quoi». Ouais. Bah, c'est vrai que ouais, ça pourrait être très clairement un problème, hein, pour certaines entreprises. Hem Moi, j'avais la chance de revenir dans une entreprise que je connaissais bien. Je connais bien le dirigeant et je m'entends bien, avec lui. Et j'ai été très transparent au moment où j'ai pris la décision, de revenir chez Grayling, en disant: voilà, j'ai ce projet que je souhaite, développer à côté. Je préfère, jouer carte sur table pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, à un moment donné». Et donc j'ai annoncé ça, dès le début, dès qu'on a repris, contact pour évoquer, mon retour. Et ça s'est très bien passé et même au contraire, là, on m'a même encouragé à le faire. Parce que Mmh. typiquement, quand je suis revenu, chez CDR Grading, je suis revenu très peu de temps avant un séminaire, d'entreprise
Et donc le dirigeant de l'agence m'a même dit: «Bah, ce serait très bien que tu présentes ton projet, devant toute l'agence, quoi». Donc OK. j'ai fait mon PowerPoint, mes petites slides et j'ai présenté mon projet, devant l'agence et ça m'a permis aussi d'avoir des premiers retours sur ce que j'avais, commencé à construire, en fait. Mmh. Et quels ont été, les premiers retours des professionnels du secteur, justement? Hem, En dehors de mon agence, bah, je contactais différentes personnes, donc parce que d'un côté, tu avais les créateurs de contenu qui pouvaient Mmh. mettre, leurs médias sur la plateforme et de l'autre, bah, les agences de communication, marketing, les annonceurs, et cetera. Et les retours ont été, plutôt positifs, parce que c'est vrai que c'est compliqué, pour les professionnels de trouver vraiment trouver les contacts bah, des créateurs de contenu pour collaborer avec eux. Et donc j'ai eu aussi après des retours un peu plus techniques sur, l'ergonomie de la plateforme, Mmh. sur, les différentes, catégories, et sujets que tu peux trouver, qui concernent les médias présents sur la plateforme également. Mais globalement, le retour était positif sur l'idée, en tout cas. Et donc ça, j'en étais très content parce que, c'est un produit que moi-même, dans mon métier, je peux utiliser et ça, je pense que ça m'a aidé aussi pour le coup à me projeter Mmh. pour réaliser. Et quelle est ta principale, toujours c'est un peu sur cette relation de salarié-entrepreneur, parce que, alors moi je la vis un peu avec cette situation avec le podcast, hein, Mmh. je suis aujourd'hui salarié, j'ai un projet, alors moi je parle pas de projet entrepreneurial, même si je pourrais l'assimiler, mais j'ai pas de structure derrière, de monter un projet à côté. Toi, quelles sont les problématiques que tu as rencontrées, de manière, dans ta vie, pro, vis-à-vis de ça? Parce que ça te mange du temps, en fait. Ah, la problématique du temps, je pense que c'est très clairement, bah, la ouais, je pense que c'est la problématique pour le coup, auquel tu fais face quand tu es salarié et que tu veux monter un projet à côté. Hem Et je pense qu'il faut pas se dire: «Je vais réussir à bloquer, 2 heures ou 3 heures de mon temps, pendant la journée pour pouvoir avancer». Parce que très clairement, c'est quasiment impossible. Déjà parce que tu as ton CDI. Mmh. Dans mon cas, en plus, quand ma journée de travail elle est finie, j'ai 3 petits enfants dont il faut, s'occuper, donc c'est pas facile non plus. Donc en gros, moi, les moments où je prenais du temps pour travailler et où je prends toujours du temps d'ailleurs, c'est, bien souvent, bah, le moment actuel là, la pause déjeuner Mmh. sur laquelle on enregistre. Après, de temps en temps le week-end, aussi, parfois en soirée lorsque j'ai des petites choses à terminer, aussi je prends du temps de le faire pour le faire et c'est comme ça en fait. C'est en réussissant à grappiller un petit peu du temps à droite à gauche que tu arrives à avancer. Mais pour ça, je pense que c'est très important d'être sérieux et de bien aimer ton projet et surtout d'avoir une feuille de route, en fait. Ça aide beaucoup. OK. Qu'est-ce que tu entends par, enfin, tu peux un peu nous détailler un peu tout ce que tu entends par feuille de route? Parce Ouais, que c'est tu vois, mmh, je vais te donner moi, je n'ai pas du tout de feuille de route, tu vois? Par exemple, sur mon projet, OK. j'ai des trucs à faire, dans l'instant T, dans les droits 10 jours à venir, je sais à peu près où je dois aller, mais tu entends quoi par, feuille de route? Alors, feuille de route, déjà c'est un j'allais dire, enfin, faut savoir que sur Mediafinder, là, j'ai une personne qui m'a aidé pour, créer le site. Déjà, Mmh. créer le site internet. Et la plateforme en tant que telle, parce que moi j'ai pas du tout un profil, tech, enfin je serais incapable de monter un site internet, par moi-même. Enfin peut-être que et encore avec l'IA, peut-être que ça changerait, mais j'en suis pas certain. Et du coup, cette personne qui m'a aidé, c'est aussi un entrepreneur. Salut, Khalil, si jamais tu écoutes ça, c'est pour toi. On lui passe le Hem, bonjour. Exactement, on lui passe le bonjour et lui, pour le coup, c'est un entrepreneur et il m'a un petit peu coaché, au moment où je souhaitais monter, ce projet-là, et il m'a dit: «Bah, tu sais, il y a une méthode où tu écris, ce que tu souhaites faire sur une année Mmh. et tu vois donc tout ce que tu as écrit et tu vas tenter de le réaliser non pas en une année, mais en une semaine, si tu veux». OK. Et donc après, bah, pour pouvoir c'est impossible, hein, en soi de faire, ce que tu veux Mmh. faire en une année, en une semaine et c'est pour ça que tu essaies de tout découper en plein d'objectifs, différents et plus petits, si tu veux et ça permet de structurer un peu ta façon de travailler
et tu sais comment tu dois avancer à peu près, chaque jour ou chaque semaine pour arriver à une prochaine étape et continuer de gravir un peu, la montagne et pas avoir, enfin, l'Himalaya d'un seul coup en face de toi. Parce que quand tu veux réaliser des projets sur un an, bah, ça paraît vraiment, Ouais. beaucoup, quoi. OK. Oui, c'est une se oui, tu vois le découpage et en fait, tu construis marche par marche pour arriver, au bout de ton escalier, qui paraissait immense au début, quoi. C'est ça, tout à fait, ouais. Ouais. OK et c'est quoi ton bah, déjà merci pour le tips parce que tu vois, c'est vachement intéressant, de comprendre comment toi tu abordes la chose. Hem, sur Mediafinder, c'est quoi ton obsession du moment? Mon obsession du moment, c'est de le lancer OK. commercialement. Ouais, parce que au moment où on parle là, on est exactement le 26 février. La semaine prochaine, c'est les vacances scolaires, donc je vais pas bosser beaucoup. Mais du coup, j'ai prévu de le lancer, vraiment sur la première quinzaine de mars. Donc j'ai pas encore une date d'arrêté, mais je me suis mis ce hard stop là. Au 15 mars, le projet doit être lancé, quoi qu'il arrive. OK. Et donc ça, c'est vraiment ça mon obsession, c'est d'avoir le projet lancé, au 15 mars, et donc au 15 mars, je souhaite avoir mes premiers clients. Enfin, même si j'en ai déjà un et pour le coup, une bêta testeuse qui avait testé le produit avant, qui a déjà pris un abonnement à Mediafinder. Mais ouais, l'objectif, ça va vraiment être de lancer et d'avoir les premiers clients, d'ici le 15 mars, ouais. Et et si on fait un peu un exercice de projection? Parce que j'aime bien, et tu nous as bien parlé, tu nous as parlé de où tu en étais, comment tu prenais et tout ça et faut qu'on vienne sur cette date, du 15 mars. Je me le note, mais donc on comprend où tu en es. On comprend, ce que c'est la plateforme aujourd'hui, Mediafinder. C'est quoi ta vision à genre je vais dire 5 ans, mais ça peut être 10 ans, ça peut être dans un an? Où est-ce que tu veux aller, avec cette plateforme? C'est une bonne question. Je me la suis posée aussi déjà. J'ai encore un petit peu de mal à y répondre parce que je pense que je raisonne beaucoup comme pour l'instant en tout cas, comme un salarié qui entreprend, mais aussi c'est lié au fait que le projet ne soit pas encore lancé commercialement. Mais OK. parce que mine de rien, quand j'ai eu mon premier client, donc la personne qui a payé et que tu vois, quand tu vois la notification Stripe de la personne qui paye pour Mmh. ce que tu as créé, ben, enfin, je me suis senti à la fois, à la fois super puissant, mais à la fois très redevable aussi, si tu veux. Ouais, ouais, je comprends. Et donc je pense que ce sentiment de redevabilité, ne va faire que croître à partir du moment où j'aurai vraiment lancé et que j'aurai, un peu plus de clients. Donc à l'instant T, si je raisonne toujours comme un salarié qui entreprend, je pense que j'aurais envie de me dire, Mediafinder, j'ai envie que ce soit, un side business, qui me permette de générer des revenus complémentaires, pendant 1 ou 2 ans. Mmh. Cependant, si tu me reposes la question lorsque le projet sera vraiment lancé, j'aurais peut-être une autre façon de penser et j'aurais envie de me dire: «Ouais, Mediafinder, je veux que ce soit, un outil indispensable pour, tous les annonceurs qui souhaitent collaborer avec des podcasteurs et des créateurs, de newsletters». Et le fait que je me dise ça, c'est que je pense qu'au fond de moi, c'est la vraie réponse, Mmh. qui se passe quoi et qui se fait dans mon esprit, ouais. Ouais, bah, et je comprends parce que là, au début, c'était pas parti comme ça. En fait, comme tu m'as toujours présenté, c'était vraiment comme un side project et après effectivement, en fait, j'aime bien poser cette question de la vision parce que pour voir un peu comment tu as préparé qu'est-ce que toi tu envisages demain? Parce qu'aujourd'hui, tu pourrais envisager le truc comme un side project, voilà et te dire: «Mais non, mais je sais que dans 5 ans, moi j'aurais quitté le salariat et ce sera l'outil qui permettra ça». Heu, mais ce qui est intéressant là dans notre échange, c'est que souvent quand j'échange avec des entrepreneurs ou des gens dans ta situation, c'est soit on est: «Ah non, c'est juste un side project», Mmh. soit c'est: «Ah non, moi je lance déjà ça parce que je sais que dans X années, je vais quitter le salariat, puis je vais me concentrer qu'à ça». Et toi, tu es juste entre les 2 en Ouais. fait. Ouais. Non, c'est vrai, hein, mais je pense que oui, si je peux détailler peut-être un petit peu ma vision quand même. Ouais, Hem, idéalement,
j'arrive à réduire un petit peu, ma charge de travail liée au salariat. Donc si jamais ça me permet de passer au 4/5e, ce sera déjà une belle étape et après on verra où le projet m'emmène. Mais ce que je peux dire, c'est que là, je prends beaucoup de plaisir à travailler sur Mediafinder, à échanger avec des podcasteurs, avec des annonceurs et puis, mine de rien, c'est vrai que ça fait un moment, hein, qu'il existe des podcasts et des newsletters, en France. Mais j'ai l'impression que tout ce qui se passe autour de la creator economy d'une manière générale, donc que ce soit les podcasts, les influenceurs, enfin l'influence, beaucoup B2B maintenant parce qu'on en avait quand même pas mal, sur la partie, B2C, mais le B2B se développe quand même beaucoup. Heu, Bah, c'est un peu nouveau et c'est un monde qui est un peu excitant, aussi. Et du coup, j'espère vraiment que Mediafinder aura un rôle important à jouer dans tout ça et moi, je sais que je vais faire en sorte que ce soit le cas, quoi. OK. Bah, c'est très cool, bah, ça permet d'avoir au moins une vision de ce que ça va être, à l'avenir. Pourquoi le comment tu alors je vais pas te demander pourquoi, mais plutôt, tu nous l'as annoncé là, une sortie avant le 15 mars, date définitive. Tu peux nous remettre un peu dans ton processus de décision pour dire: «OK, il faut que ça sorte avant le 15 mars». Ouais, Quelles sont les raisons et un peu ton cheminement qui t'a amené à dire: «OK, il faut que ça sorte»? ouais. Hem, Ben, je pense que pendant un moment, hem, j'avais un peu peur aussi et je pense qu'il y a toujours une partie de moi qui a peur, de lancer le produit, vraiment et je me suis dit: «Ah, il faut absolument que j'ai tant de médias sur Mediafinder avant de le lancer. Faut que le site, soit clean, parfait, propre, exactement comme il faut. Faut que telle ou telle chose soit exactement bien configurée». Sauf que, pendant ce temps-là, bah, enfin, tu as 0 client, enfin, t'es pas visible, tu as beau faire des posts LinkedIn, le projet n'est toujours pas là, quoi. Et je pense qu'il y a une espèce de, ouais, une espèce de peur de se lancer dans le grand bain, bah, peur de se mettre un peu à nu avec le projet, peur aussi de se dire que ça va pas forcément, fonctionner, comme on le souhaite et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile de rester dans l'ombre et de travailler sur son projet dans son coin, plutôt que de l'avoir, sorti et d'avoir des vrais feedbacks dessus, quoi. Ouais. Donc je pense que pendant un moment, j'en étais là. Et dans ma tête, je me suis dit: «Mais attends, j'ai pas fait tout ça, depuis autant de temps pour que ça reste invisible, en fait et que ça reste, bah, juste avec les gens avec lesquels je peux échanger, au quotidien, du projet». Donc je me suis fixé cette date, du 15 mars pour me dire: «Bah, voilà, là, c'est bon, ça y est, on y est, ça sort, quoi». Et je me suis un peu forcé à le faire aussi dans le sens où, bah, j'envoie, une petite, newsletter, mensuelle à tous les créateurs qui sont inscrits en leur disant: «Bah, ça va sortir» et cetera et là, je leur ai dit dans la dernière newsletter que j'ai envoyée en janvier, bah, le projet sortira, à la fin du premier trimestre, très Mmh. clairement. Donc là, je l'ai annoncé, auprès d'eux. Eux, je sais qu'ils attendent ça. Donc maintenant, j'ai plus le droit de les décevoir, quoi. Donc c'est pour ça que la date du 15 mars, elle est ancrée dans ma tête et le projet doit être sorti au 15 mars le plus tard, quoi. Au plus tard. OK, bon, trop cool, mais c'est vachement, c'est vachement intéressant, de dire ça parce que, pour vivre une situation, similaire, alors pas moi, mais des gens que je connais qui sont en train de se lancer dans des projets, on parle très peu de cette peur, en fait, qui est au début du lancement de projet, de se mettre à nu, de se dire: «Bah, en fait» alors, là, toi, tu quittes pas ton salariat ou c'est pas le but, mais des gens qui se disent: «Ah, je vais me lancer dans un projet, bah, oui, mais toute ma vie va changer». Et tu vois, tu mets des mots un peu dessus, de se dire: «OK, bah, en fait, il y a une crainte, il y a une crainte réelle qui est tout à fait Mmh. justifiée, de se dire: "Ah bah, je vais changer les choses", c'est une période difficile à vivre, quoi». Ouais, complètement et puis c'est un projet pour lequel, enfin, d'une manière générale, je pense les entrepreneurs ou les side businesseurs qui lancent leur projet, bah, ils ont envie que ça marche, quoi. Donc la Mmh. peur, je pense elle est plus que légitime et elle est normale et je pense que si tu as pas cette peur, c'est que tu vis probablement pas ton projet à fond aussi. Ouais, complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et écoute, c'est très, très cool tout ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour, Mediafinder, après le 15 mars, juste après le 15 mars,
à part du succès, parce que je peux que te souhaiter du succès, dis-nous qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, écoute, mis à part le succès, c'est que j'arrive toujours, mine de rien, à trouver cet équilibre, vie pro, vie perso, parce que j'ai pas Mmh. envie que ma vie perso, pâtisse trop de ce projet pro qui vient en plus de mon salariat. Mmh. Hem Et puis, bah, toujours sur l'aspect pro toujours, mine de rien, me souhaiter autre chose que le succès, c'est c'est compliqué, mais à minima, que j'ai des bons retours et qui me permettent de faire en sorte que je puisse améliorer le produit en continu et surtout qu'il puisse aider, vraiment bah, à la fois les créateurs de contenu d'un côté, et les annonceurs qui recherchent bah, des médias avec lesquels collaborer. Trop cool. Et bah, tout plein de souhaits, sur ces choses-là et dis-nous, où est-ce on pourra trouver à partir du 15 mars, de Mediafinder? Comment on peut te suivre? Vas-y, c'est le moment publicitaire, pur, donne-nous toutes les informations qui seront bien sûr, en description, de ces podcasts. Allez, allons-y. Alors, Mediafinder, bah, c'est un site internet déjà, donc www.mediafinder.fr. Ça, vous pouvez, aller dessus. Moi, je suis joignable sur, LinkedIn également. J'essaye d'être assez actif sur la plateforme de manière régulière, même si c'est pas forcément, très simple. Donc, quand je poste pas, je suis, dans mes DM, donc n'hésitez pas à me Mmh. contacter, sur LinkedIn, et puis j'ai aussi mon adresse mail qu'on peut donner, c'est contact@mediafinder.fr. Top. Dernière question un peu que j'essaie de traditionnaliser, si c'est français, dans ce podcast. C'est quelle question tu aurais aimé que je te pose, dans le cadre de ce podcast? Ah! Si tu en as une, bien sûr. Si Ouais. j'ai tout posé, parfait, mais ça m'étonnerait. Mmh. Non, bonne question. Hem, Tu aurais peut-être pu me poser la question de comment je faisais pour, trouver des podcasts à mettre sur la plateforme, justement, Mmh. et je peux y répondre Et ben, aussi. comment tu fais pour mettre des podcasts sur la plateforme? Et ben, plusieurs choses. Déjà les réseaux sociaux justement, le fait que je dise que je travaille sur cette plateforme-là, bah, ça incite, les podcasteurs et les créateurs de newsletters à rejoindre la plateforme, en passant par le site internet. Parce qu'en gros, il y a un questionnaire qui est sur mon site qui ensuite, Mmh. bah, envoie les informations sur la base Mediafinder en tant que telle. J'achète aussi de la data, auprès d'un fournisseur de podcasts, qui OK. s'appelle, Listen Note, et ouais, ce sont les 2. Et après je fais aussi du travail, du travail de fourmi où moi-même je recherche un peu sur Apple Podcasts, sur Spotify, des podcasts qui me semblent intéressants et pour pouvoir les intégrer ensuite à la plateforme. Et pour donner parce que je me rends compte qu'on n'a pas donné trop de chiffres. Aujourd'hui, pré-lancement, c'est combien de podcasts et newsletters référencés sur, Mediafinder? Ouais, alors au total, on est à un peu plus de 430 médias OK. sur la plateforme, et à l'instant T, on est à un peu plus de 300 podcasts, et près de ouais, de 126-127 newsletters, quelque chose comme ça. OK, et qui couvre tout domaine, tout Tout sujet? domaine, ouais, tout domaine, tout sujet, ça va des, finances perso, à l'éducation, ça passe aussi par, l'agriculture, la nature, les animaux, la tech, l'entrepreneuriat, enfin, il y a vraiment tous les sujets sur la plateforme. OK. Gros podcast, petit podcast, Ouais, exactement. il y a vraiment tout, OK. Et bah, écoutez, si vous êtes annonceur, moi je peux que vous inviter, contacter Manu ou Mediafinder, directement et puis, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Manu, merci beaucoup pour bah, cet échange. C'était super intéressant de comprendre un peu, qu'est-ce que Mediafinder et notamment qu'on parle de cette décision, alors qui était un peu plus diffus que j'aurais souhaité, mais qui est quand même intéressant parce qu'on a cette décision du lancement là. Mmh. Mais ça nous permettait de nous plonger un peu dans ton contexte et de comprendre, d'où tu viens et où tu veux aller. Donc ça, c'est très cool et puis, et bah, comme, je te demandais ce que tu voulais qu'on te souhaite et bah, je te souhaite, le succès, bien sûr et des très bons retours, très rapidement, en tout cas. Eh ben, merci beaucoup et merci à toi pour l'invitation, François. Avec plaisir. Allez, à très vite. Ciao. Voilà,
c'est la fin de cet épisode. Et si celui-ci t'a aidé à prendre du recul sur tes propres décisions, c'est qu'il a rempli son rôle. Alors partage-le avec quelqu'un qui décide, ou qui devrait décider davantage. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour continuer à t'inspirer de cas concrets et d'expériences réelles. Et surtout, ne prends plus jamais une décision sans te poser la question essentielle: pourquoi ? Allez, je te dis à très vite.